Septembre 1939. Après que l'Allemagne ait envahi la Pologne, la France et l'Angleterre s'unissent et déclarent la guerre à l'Allemagne. La ligne Maginot, construite le long de la frontière franco-allemande, est en état d'alerte. La mobilisation générale est affichée dans toutes les rues en septembre 1939. Les Allemands, pour endormir les forces françaises, s'installent dans la ligne Siegfried. Celle-ci est placée juste en face de la ligne Maginot. Cette période sera appelée la drôle de guerre par les Français. Par les Allemands, la Sitzkrieg, qui veut dire la guerre assise, et les Anglais, the Phony War, qui veut dire la fausse guerre. Le corps expéditionnaire britannique est envoyé en renfort à la frontière franco-belge en 1939. Sont mobilisés 394 000 hommes. Après un hiver glacial plongeant les troupes dans l'attente, Hitler prépare son plan d'invasion face à la France. Le 10 mai 1940, le signal est donné aux troupes allemandes. Les groupes parachutistes allemands sont parachutés aux Pays-Bas, accompagnés d'une division blindée au sol, et ainsi fait croire à une invasion par la Belgique comme en 1914. Pendant ce temps, 3 armées avec 7 divisions blindées passeront par les Ardennes belges, qui selon le haut commandement français, cette zone forestière, dense, est infranchissable pour les troupes blindées. Le corps expéditionnaire britannique et l'armée du Nord française s'enfoncent en Belgique pour contrer l'invasion allemande à la frontière des Pays-Bas. Mais le 12 mai 1940, les Allemands arrivent à Sedan et prennent très vite le contrôle de la ville. Les forces de l'Axe réussissent à prendre à revers la ligne Maginot, où les combats resteront intenses jusqu'à l'armistice de juin 1940. Face à l'avancée rapide des Allemands, des milliers de civils, français, belges et hollandais sont sur les routes. Ceux-ci sont marqués par l'occupation allemande durant la Grande Guerre et donc redoutent les atrocités et les bombardements allemands. L'exode, c'est une population qui fuit devant des combats et qui reste, je dirais, dans son pays. Là, c'était le cas des Français. Donc, quand les Allemands ont commencé à attaquer le 10 mai 1940, Dunkerque a été un peu bombardé, mais surtout au niveau des sites militaires ou industriels, mais la population n'a pas souffert. Elle a véritablement commencé à souffrir des bombardements à partir du 17-18 mai. Donc là, les Dunkerquois ont pris peur. Une partie déjà de la population avait quitté Dunkerque puisque la ville avait déjà demandé au moment de la déclaration de guerre aux gens, s'ils pouvaient quitter Dunkerque, de quitter Dunkerque par mesure de protection, de préservation. Mais finalement, l'exode véritablement s'est déclenché vers le 18 mai. Le problème, c'est que rapidement, il n'y avait plus de train pour partir, puisque les Allemands, le 20 mai, est arrivé sur Abbeville et la côte de la Manche. Donc la route était coupée. Donc plus beaucoup de trains. Ensuite, les gens sont partis en voiture pour les plus riches. Après, à pied, en vélo, avec des charrettes. Ils ont quitté Dunkerque, parce que Dunkerque forcément était bombardé. Certains sont restés dans les caves, dans les abris. Et ils sont partis vers la campagne ou vers les petites villes autour pour se protéger. Ce qui fait que normalement, Dunkerque en 1939, le centre-ville de Dunkerque, Dunkerque centre, c'était 31 000 habitants. Quand les Allemands sont rentrés à Dunkerque, certaines personnes sont revenues sur le centre. Sont partis parce qu'ils n'avaient plus de maison, ce qui fait qu'à la mi-juin 1940, il ne restait plus que 9 000 personnes à Dunkerque. Donc on est passé de 31 000 à 9 000. Ok, la plupart donc... La plupart sont partis parce qu'ils avaient quitté Dunkerque avec l'exode, ou ont dû quitter Dunkerque et trouver un logement sur les communes suburbaines, c'est-à-dire Malo, Zandal, Petite-Sainte, même en campagne, Tétégueb, pour pouvoir habiter parce que les maisons étaient détruites au centre-ville, ou trop endommagées, inhabitables. Le 14 mai 1940, les premiers réfugiés belges et hollandais arrivent à Dunkerque. Logés, ils sont pris en charge dans des structures d'accueil, puis dirigés vers le centre de la France. Le 18 mai, après les premiers bombardements,
les Dunkerquois, inquiets, partent à leur tour. Ils encombreront très rapidement les routes, freinant le mouvement des troupes. Ils essuieront nombre de mitraillages et bombardements. Devant l'avancée allemande, certains décident de faire demi-tour et vivront le siège de Dunkerque. Les forces alliées se trouvant en Belgique se replient, mais se retrouvent très vite encerclées. 2 poches de résistance se forment. La poche de Lille, qui sera encerclée par cette division allemande, et la poche de Dunkerque, qui s'étendait jusqu'à la Panne, en Belgique. L'étau se resserre de jour en jour. Les Alliés, piégés dans la poche de Dunkerque, n'ont qu'une seule solution, la mer. Le 26 mai 1940, au moins 500 000 soldats alliés belges, français et britanniques sont encerclés. À 11h30, Lord Gort est informé par un télégramme du secrétaire d'État à la guerre, Anthony Eden, que sa priorité est désormais la sécurité du corps expéditionnaire britannique. Préparée depuis une semaine, l'opération est lancée officiellement par l'amiral Ramsay à 18h57. Ce dernier l'a alors baptisé Dynamo. Alors, à l'origine, l'opération Dynamo, c'est une opération britannique. C'est en fait les Britanniques qui voulaient rapatrier le corps expéditionnaire qu'ils avaient envoyé en Europe en France en 1939. Mais avec l'avancée allemande et la nasse que les Allemands avaient tissée autour de l'île de Dunkerque, ils ont préféré sauver leur armée, une partie de leur armée, pour pouvoir justement se défendre après, ce qui est compréhensible. Donc ils ont créé cette opération de rembarquement. Cette opération de rembarquement a été conçue dans les souterrains du château de Douvres où il y avait l'état-major de la marine britannique. Et à côté des bureaux, il y avait une salle où il y avait une immense dynamo qui permettait de mettre en électricité les sous-sols. Ils cherchaient un nom. Il y avait la salle où il y avait la dynamo, c'est devenu l'opération Dynamo. Parce que de toute façon, toutes les opérations militaires ont un nom de code, plus ou moins secret. Comme par exemple le débarquement s'appelait Overlord, ici l'opération s'appelait Dynamo. Okay. Tout bêtement grâce à une dynamo. Tout bêtement grâce à il y avait de la dynamo pour l'électricité des souterrains du château de Douvres. Un transport régulier et discipliné d'un grand nombre d'unités britanniques avec leur équipement est irréalisable dans la précipitation et les conditions difficiles actuelles. Cependant, l'évacuation de troupes sans équipement est concevable au moyen d'un grand nombre de petits bâtiments. Caboteurs et ferries, chalutiers, barques de pêche et embarcations, par beau temps et même à partir des plages. La marine allemande n'est pas en état d'intervenir avec succès compte tenu des moyens à sa disposition. Il n'y a actuellement aucune indication qu'un tel transport se fasse ou soit en préparation. S'il devait avoir lieu, la marine estime que la meilleure riposte devrait venir de l'aviation, avec fusées éclairantes par nuit sans lune. À 21h, le paquebot Monesquin est le premier navire à quitter le port avec 1312 hommes. L'évacuation continuera en pleine nuit. Mais je regretterais quand même de constater que les Anglais avaient surtout la détermination de récupérer le corps expéditionnaire en Angleterre, compte tenu de l'avancée des troupes allemandes, et ce repli stratégique ne pouvait pas être autre. On peut très bien comprendre la position des Anglais. Ce qui est regrettable, c'est que les Anglais ont commencé, le corps expéditionnaire a commencé à réembarquer dès le 23 mai sans prévenir l'état-major général des armées alliées. C'était peut-être pas très fair-play. D'accord. Ensuite, ce que je regretterais, c'est que on ne parle pas suffisamment de la contribution des Français pour
permettre cette évacuation ou ce repli stratégique. Je rappellerai que les troupes françaises avaient pris position à Tétéghem, ici, un petit village de l'intérieur, et à Spiker, également un petit village de l'intérieur, afin d'empêcher les Allemands de franchir la Colme, un bras de l'A, et qui constituait une petite barrière naturelle. Et pendant ce temps-là, les troupes ont pu embarquer. Le 27 mai 1940, dans la matinée, l'armée belge s'effondre. L'A est franchie. Mais des combats retardateurs permettent d'organiser le camp retranché. Sous le tir des batteries de Calais, la route d'évacuation Z est fermée de jour. La route Y est ouverte, mais impose un long trajet en zigzag. Toute la journée, la Luftwaffe bombarde Dunkerque. Le port et la ville sont ravagés par les flammes. Alors après, le problème, c'est que pour embarquer, on part du port, on part des plages, mais on est en face de Dunkerque, dans ce qu'on appelle les bancs de Flandre. C'est-à-dire que les fonds marins, ce sont des grandes dunes de sable qui des fois émergent à marée basse. Donc les grandes unités, les torpilleurs contre torpilleurs, puisqu'on n'avait pas de très très gros navires ici sur Dunkerque. Il n'y avait pas de croiseurs, ils ne sont pas venus, ou de cuirassés, parce qu'il y avait un problème de profondeur d'eau et puis aussi de passage dans les passes. Un bateau ne peut pas faire n'importe quelle route dans la rade de Dunkerque. Il est obligé de suivre un chenal, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, parce qu'il faut passer à travers ces bancs de sable. Et vous avez, en fait, comme on a des cols, là vous avez en mer ce qu'on appelle une passe. Donc vous avez une passe à l'ouest, du côté de Mardic, et vous avez une passe à l'est, du côté de Zuidcote, où les bateaux étaient obligés de prendre pour quitter le port de Dunkerque. D'accord. Et ensuite, il fallait soit longer d'un côté la côte belge pour pouvoir contourner les Mans et revenir vers l'Angleterre, ou suivre la côte à l'ouest et au niveau de Calais, ensuite piquer vers la côte anglaise aussi. Après, il y a une troisième route qui, en fonction des gros coefficients de marée ou pas, ou bien tout simplement du gabarit du bateau, de son tonnage et de sa hauteur d'eau sous l'eau, pouvait traverser presque tout droit, mais elle fut très peu utilisée. En plus, en près, il fallait aussi contourner les champs de mines, ce qui fait qu'on a décidé de 3 routes plus ou moins dangereuses, parce qu'on était soumis à des tirs d'artillerie, aux attaques des bateaux rapides, des Schnellboot allemands, et de l'aviation, naturellement, la Luftwaffe, ce qui fait que pour avoir le maximum de capacité d'évacuation, on a créé ces 3 routes, qui ont été utilisées à des temps différents, en fonction des attaques allemandes. Quand on sortait, on voyait les soldats plus ou moins qui se mettaient à l'abri. On a eu quelques blessés, il y en a un qui a été gravement blessé. Ils avaient fait des trous pour se mettre à l'abri, des trous d'hommes. Et il y en a un qui était couché dans son abri. Et il y a un obus qui est juste tombé dans le pied de l'arbre. On a été criblé d'éclats, c'est certainement qu'il est mort en route. D'accord. Il l'a emmené au sanatorium. Et vous n'avez pas eu de dégâts au niveau de la famille? Au niveau de la famille, j'ai une cousine qui a été le dernier jour, le mardi 4 juin au matin. Ils ont reçu un obus près de notre rocher, elle a eu l'épaule démolie. Et elle a été gravement blessée avec ça. Est-ce que tu sais comment fonctionnait le système de soins? Ils partaient, il y a quelqu'un qui les emmenait, les pompiers venaient, il y avait quelque chose? Oh non, On se souvient plus. Vous ne voyez pas les pompiers là. Ouais, ils étaient bloqués. Je ne sais pas, je pense que c'est un médecin allemand qui l'a soigné. D'accord, donc elle est restée bloquée, double Ah oui, blessée. elle a eu la clavicule démolie, elle avait le bras paralysé. Le 28 mai 1940, à 9h, l'armée belge capitule. La brèche créée par cette décision est comblée par les troupes disponibles. Contre l'avis du général Blanchard, qui veut sauver une partie de la première armée,
Lord Gort décide de replier le corps expéditionnaire encore en position sur la Lys. Dans la soirée, sa quasi-totalité se trouve au nord d'une ligne Cassel-Ypres, prête pour être embarquée. Des milliers d'hommes s'entassent sur les plages. Alors la tactique des Anglais pour l'opération Dynamo était, elle est relativement simple à comprendre. C'est qu'ils savaient qu'ils devaient embarquer. Et du fait de la stratégie qui était mise en place au moment de l'invasion allemande le 10 mai 1940, la plupart du corps expéditionnaire britannique étaient positionnés sur la région lilloise. Ils sont montés en Belgique, ils se sont trouvés vers la région de Bruxelles, et ce qui fait quand ils se sont retirés vers la côte, ils étaient beaucoup plus sur le territoire belge. Parce que donc, normalement, le 28 mai, il y avait la reddition de l'armée belge. Donc il a fallu combler ce trou qui était pris par l'armée belge. Donc, ce qui fait que par positionnement stratégique, ils étaient surtout sur la côte belge. Donc ils se sont dit on va sur Dunkerque pour embarquer. Le problème c'est que la côte ouest, c'est entre les Allemands étaient sur Gravelines, hein. Donc entre Gravelines et Dunkerque, ils étaient proches du front. Il n'y a pas beaucoup d'accès aux plages. Donc ils se sont positionnés naturellement du côté est de Dunkerque, donc entre Dunkerque et La Panne. Et ils ont découpé cette bande de terre en 3 parties. Et chaque partie était réservée à un corps d'armée britannique. Et chaque corps d'armée britannique embarqué sur ces plages qui lui étaient donc dévolues et se défendait. Donc en fait c'était simple, c'était en fait 3 zones pour les 3 corps d'armée. À Zuidcote et au Bastion 32, les structures des soins sont saturées. L'hôpital de Zuidcote gère quotidiennement près de 5000 blessés. Après les scènes tournées à l'intérieur du sanatorium, quand on voit l'infirmière qui commence avec un autre infirmier qui commence à décompter, à identifier les corps, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les 150 morts par jour. Voilà, c'était ça. Un afflux de blessés considérable, les caves, tout qui était disponible était utilisé. Il y avait la salle des fêtes, l'énorme salle des fêtes a été transformée en infirmerie de triage. Et les opérations se déroulaient jour et nuit, avec énormément de chirurgiens, aussi bien les chirurgiens qui étaient déjà présents à l'hôpital, mais aussi l'armée qui avait pris place à l'hôpital. Ok. Il y avait aussi la Croix-Rouge certainement aussi. Oui, la Croix-Rouge, mais il y avait aussi, surtout, ce qu'il faut rendre hommage, c'est nos infirmières de la Croix-Rouge qui se trouvaient, qui travaillaient à l'hôpital maritime, au sanatorium, et qui ont travaillé jour et nuit aussi aux côtés des docteurs, des médecins et des hommes blessés. Le 29 mai, 40 000 hommes de la première armée sont encerclés dans l'île. Le reste se replie vers Dunkerque et est recueilli dans un camp de triage commandé par le général Vernillat et mis en place au lieu-dit le Perroquet, entre Brédune et La Panne. De nombreux isolés échappent au filtrage. Le matériel lourd est saboté ou précipité dans les eaux des Moires inondées. L'embarquement effectif des Français commence. 47 310 soldats sont évacués le 29 mai, dont 665 Français. Puis, elles continueront dans la même journée du 30 mai. 300 soldats meurent brûlés à bord du Crested Eagle. Suite à plusieurs bombes, ils s'échouent entre Zuidcote et Brédune. Les divisions blindées allemandes sont désengagées pour préparer le franchissement de la Somme et l'invasion du sud de la France. L'attaque de la Poche, fixée au 2 juin, sera confiée à la 18e armée. 29 mai 1940. L'année dernière, Malo-les-Bains recevait estivant et élégante baigneuse. Désormais, c'est un fouillis inextricable d'objets les plus hétéroclites. Ici,
à un magnifique poste de TSF. Là, une camionnette consumée. Plus loin, un cheval pétrifié dégage une odeur fétide. Plus loin encore, un autre et un autre. Sur la plage, un contre-torpilleur français gît l'étrave coupée. Toute la carcasse calcinée. En mer, çà et là des mâts émergent. La ville de Dunkerque fut si bombardée que les rues ne sont même plus tracées. Ce n'est qu'un amas de pierres et de briques. Les fils électriques coupés sont détendus sur les pavés. Dans la chaussée pavée, des trous de part en part. Ici, un civil tué sur le trottoir, la face contre terre, les bras en croix. Là, un pauvre soldat tué, recouvert de sa capote. Là, un autre civil, la tête d'un côté, le corps de l'autre. Nous pédalons vite, très vite, dans cette ville tragique, à l'éclairage voilé si étrange. Le 30 mai, l'artillerie allemande bombarde les plages. Le camp du Perroquet est déplacé entre Brédune et Malo-les-Bains et devient le camp des dunes où s'entassent au moins 70 000 soldats français. Le moral est mauvais, mais l'embarquement s'améliore. Organisés en détachement de 250 hommes, les Français sont acheminés vers un second camp d'embarquement immédiat, d'une capacité de 15 000 hommes, situé dans les dunes à l'ouest de Dunkerque. Mais les pertes en hommes et en navires sont lourdes. À 16h40, le torpilleur Bourrasque saute sur une mine et emporte avec lui 300 disparus. Le 31, à 1h15, c'est au tour du Sirocco d'être torpillé et de sombrer avec 660 hommes, dont une majorité du 92e régiment d'infanterie. Dans la nuit, les naufrages se multiplient. 30 mai 1940. À l'aube, départ, toujours en vélo, pour Brédune, où nous retrouvons quelques camarades. Nous apprenons que le point de ralliement doit être dans le coin, quelque part dans les dunes. Qu'il fallait se renseigner à Malo-les-Bains. Nous cherchons sans succès. Nous croisons quelques généraux, quelques officiers supérieurs mêlés aux hommes. Des avions passent, la DCA tire de tous côtés. Sur l'immense plage, d'interminables colonnes par 5 de plusieurs kilomètres. Les Anglais s'apprêtent à embarquer. Des canots viennent les prendre au large. Les hommes vont à la mer jusqu'à la poitrine, tout équipés, pendant que les avions bombardent et mitraillent. Un officier et un soldat français veulent embarquer. Ils sont reçus à coups de revolver. Le 31 mai, les Little Ships arrivent. Lord Gort évacue et transmet ses pouvoirs au général Alexander. Il reste 3 divisions britanniques dans la poche. Leur participation à sa défense fait cependant l'objet de vives discussions avec les Français lors d'une réunion au bastion 32 dans l'après-midi. Alexander ordonne leur repli dans la nuit. Alors, la réponse est assez complexe parce qu'on est toujours en train de faire une évaluation des navires britanniques. Au début, on était à, disons, on parle en 700 navires français et britanniques. Là, il y a Jean Poirier, qui est membre du musée Dinamo Dunkerque, mais aussi de la Société d'histoire géologique Dunkerque, qui a fait des recherches dans les sources françaises, dans les sources britanniques, dans les sources belges. Et on arrive à plus de 1200 navires. Ça fait beaucoup. Oui, mais ils ont quand même réussi à embarquer, même si certains navires ont fait plusieurs fois la traversée, ils ont réussi quand même à embarquer 334 000 hommes exactement. L'esprit de Dunkerque, pourquoi ? Moi je pense que c'est aussi cette histoire de demande de la marine anglaise à tous les possesseurs de bateaux privés de leur fournir leur embarcation, et aussi que la plupart des propriétaires n'ont voulu partir avec leur bateau et venir chercher leurs compatriotes. Et c'est ça un peu qui a formé l'esprit de Dunkerque, c'est-à-dire que en fait, les Anglais à ce moment-là sont venus
eux-mêmes, avec leurs petits bateaux, leurs little ships, venir chercher et combattre à leur manière pour sauver le corps expéditionnaire britannique. À 16h, la radio britannique annonce officiellement le rapatriement du corps expéditionnaire en Angleterre. À ce moment-là, il a déjà été rembarqué au 4/5e. Des jetées de fortune sont construites sur les plages. Avec 68 014 évacués, dont environ 14 000 soldats français, l'évacuation atteint son maximum, en particulier depuis le port. La route Y est définitivement abandonnée au profit de la route Y, désormais draguée et balisée. 31 mai 1940. Je rejoins le restant de ma compagnie qui a l'heureuse idée de se placer sur la dune en bordure de mer. Je me place dans un trou tout à fait perpendiculaire à la ligne du rivage, donc protégé sur les flancs, à l'est et à l'ouest. C'est une sorte de boyau qui conduit à un petit abri qu'occupent le lieutenant et son camarade, un adjudant de Nantes. Abri construit en sac de sable qui se trouve ici à portée de main. Tout en bas de la dune, un trou couvert sous une aile de voiture et une toile, c'est le gîte de mes camarades de Brest. Nous avons tous notre terrier dans l'immense étendue des dunes. Tout est calme le soir de notre arrivée. Je regarde longuement le magnifique paysage qui se présente à moi, mais je ne peux pas jouir, car tout me fait penser aux durs moments que nous subissons. Je fais une petite pancarte pour ma villa, que je fixe au bout d'un bâton. Villa, je me contente. À louer tout de suite, belle vue sur la mer, s'adresser au PC Villa des Dunes. Le 1er juin, la poche de l'île capitule et reçoivent les honneurs militaires. Les Français intensifient leurs propres évacuations, mais l'état-major est confronté à des exactions commises par des soldats isolés et non commandés se multiplient. Il y a eu l'amiral Labrial, donc, qui dirigeait l'opération Namo, qui dirigeait Dunkerque, a demandé à ce qu'il y ait une police faite avec des marins. Il y avait la police locale, mais il y avait aussi une police militaire qui tournait dans la ville pour éviter le pillage. On appelle le pillage. Le pillage, il faut être conscient que ça a impacté les militaires comme les civils. Il y a eu des civils qui ont pillé, parce que les gens étaient partis, laissaient leur maison, ils allaient voler, tout simplement. Le pillage, c'est du vol. Et puis après, il y a aussi un pillage, mais je dirais qui est un peu plus, même si c'est pas acceptable, c'est un peu plus compréhensible, parce qu'un pillage c'est du vol, mais c'était tout simplement les milliers d'hommes qui attendaient dans les dunes de Malo Terminus et de Lefrancouc pour embarquer, et qui sont allés dans Malo piller les maisons qui étaient libres, parce que les gens étaient partis ou étaient cachés dans les abris pour manger, boire aussi. Il y avait des vodkas qui ont été pillés dans les maisons de Malo. Quand on voit les images de la digue, on voit qu'ils, par exemple, ils avaient sorti des cafés, des étamines de bord de digue pour mettre les chaises sur la digue et puis vivre le temps d'attendre le bateau, quoi. Donc ça, c'est vraiment, même si c'est pas acceptable, c'est compréhensible. Ok. Donc il n'y a jamais eu d'exaction grave ou... Il peut toujours y avoir des exactions graves. Il y a eu forcément des maisons qui ont été totalement vandalisées. Après, on voit par exemple une tentative de viol dans le film Nicolas Wittcott, dans lequel joue Belmondo. Honnêtement, on n'a jamais. On sait qu'il y a eu, par exemple, il y a toujours des exactions quand il y a un défi militaire. Il y en a eu après le débarquement, il y en a eu. Il y en a eu aussi pendant l'invasion allemande. Il y a des gens qui ont été fusillés par l'armée alors qu'ils n'avaient pas à être fusillés. Ils devaient être prisonniers de guerre. Mais on n'a pas généralement fait de recherche sur le sujet parce qu'on n'a tout simplement pas, pour l'instant, pas de trace, pas de témoignage de ce type d'exaction, de viol ou ainsi de suite, parmi la population civile. Parce que déjà, les gens étaient rarement dans leur maison, étaient souvent dans les abris, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient à plusieurs. Donc c'est forcément
le fait peut-être plus difficile à connaître s'il a eu lieu. Hein. Ok. Mais je n'ai pas connaissance de ce type d'exaction, de viol par exemple, de part de soldats français ou britanniques sur la population civile. Je ne dis pas que ça peut exister, pour l'instant on n'a pas connaissance. Avec la fin annoncée de l'évacuation du corps expéditionnaire, le calendrier du rembarquement français est fixé le 2 juin. Le camp des Dunes doit d'abord être évacué. Face à l'intensité des attaques allemandes, Abrial et Ramsay décident de suspendre les évacuations de jour. Le torpilleur foudroyant est coulé. Mais la journée est plus dure encore pour la Royal Navy, qui perd plusieurs destroyers et transporteurs, sans compter les navires de petite taille. 1er juin 1940. De très bonne heure le matin, une vague d'avions arrive. Toute la journée ne sera qu'une pluie de bombes et d'obus. Quand les avions ont déchargé leurs explosifs, l'artillerie commence. Les avions s'acharnent sur les bateaux déjà atteints et déjà échoués. D'immenses gerbes d'eau et de fumée un peu partout sur la mer. Des camarades sont trouvés, ensevelis sous le sable. Les Anglais embarquent toujours par grappes humaines. Les canons allemands lancent quelques obus fusants, suivis peu après de percutants. Le fort notre voisin est visé, une usine métallurgique aussi. Le 2 juin, l'attaque générale allemande commence. Spiker est prise, Berg est perdu en fin de journée. Les Français reculent au sud du dispositif. À 23h30, le capitaine Tennant annonce la fin de l'évacuation du corps expéditionnaire en termes laconiques. BEF, evacuated. Celle des Français continue, mais se déroule dans une certaine confusion. Son terme est repoussé de 24 heures. Le périmètre du camp des Dunes est réduit. Le port, largement détruit et encombré d'épaves, est presque impraticable. Ce 2 juin, 26 256 soldats sont évacués, dont 16 049 Français. 2 juin 1940. Quel que soit le côté où l'on se tourne, on voit un avion tomber en feu dans la mer ou sur les dunes. L'un d'eux est coupé en morceaux. La queue et les ailes tombent comme des feuilles mortes, tandis que le moteur tombe lourdement. Une fois les avions partis, l'artillerie nous canonne. Profitant d'un moment d'accalmie le soir, je sors de mon trou et vais tout le long de la vague qui se brise. À quelques mètres, parmi les vêtements et sacs anglais abandonnés, je trouve un cadavre d'anglais, tout raidi. Sa figure et ses mains sont recouvertes d'une mince pellicule de mazout. On dirait un bronze. Bientôt, ma promenade est interrompue par la canonnade qui recommence. C'est le fort de Zuidcote qui est sans doute visé. J'avais espéré et cru que nous en avions fini la nuit dernière. Mais les Français qui couvraient la retraite de l'arrière-garde britannique durent repousser une puissante attaque allemande et furent, de ce fait, dans l'incapacité d'envoyer à temps leurs soldats jusqu'au quai pour qu'ils puissent embarquer. Nous ne pouvons faire faux bond à nos alliés, et je dois inviter tous les officiers et les hommes désignés à procéder à de nouvelles évacuations ce soir, pour permettre au monde de voir que nous ne laissons jamais tomber un allié. L'approche se fera plus tard et la retraite plus tôt. La protection de nuit de nos chasseurs qui ont arrêté tout bombardement du port hier soir sera renouvelée. Le 3 juin, les unités qui défendent le camp retranché offrent une résistance désespérée. Combat acharné dans Tetteghem en ruine. Dans Coudekerque-Branche, le fort des Dunes est écrasé sous les bombes. Le décrochage s'effectue en bon ordre. De nombreux soldats, au moins 50 000 selon Abrial, attendent pourtant l'évacuation qui commence à 22h30. Des isolés affluent depuis les plages, d'où plus aucun navire ne part. Après minuit, la cohue est telle que 2 des 3 divisions en charge de la défense ne peuvent embarquer. À 4 heures, 2 navires remplis de ciment sont coulés. Le port est condamné. À 2 heures, le commandement de la poche a été évacué en vedette.
le destroyer britannique Shikari est le dernier navire à quitter le port à 3h45. Alors les évacuations se sont terminées le 4 juin au matin. Le dernier bateau qui a quitté le port de Dunkerque, c'est le Cheraki, c'est un bateau britannique qui a emmené des soldats français. Et finalement, pourquoi elles se sont arrêtées le 4 juin au matin? Parce que les Allemands étaient déjà arrivés, pour ainsi dire, dans les faubourgs de Dunkerque et que les Britanniques ont condamné le port en coulant ce qu'on appelle des block ships, c'est-à-dire qu'en fait ils ont coulé des bateaux chargés de ciment pour bloquer le chenal et empêcher que les Allemands puissent utiliser le port de Dunkerque. Donc de cette là, les bateaux ne pouvaient plus que venir chercher les soldats. Donc ça s'est arrêté donc, le 4 juin au matin. Et les généraux français parce qu'il n'y avait plus que des Français à Dunkerque, les généraux français se sont rassemblés, ceux qui n'avaient pas embarqué. Et ils ont décidé de stopper les combats parce que de toute façon ça ne servait à rien de se battre puisqu'on ne pouvait plus embarquer. Et puis il y avait quand même à peu près 40 000 hommes qui étaient encore dans le port et sur les plages. Avec les Allemands autour, ça aurait été un massacre, donc ça ne servait à rien. Donc ils ont rendu les armes, ils ont laissé les Allemands rentrer finalement le 4 juin au matin sans combattre. 3 juin 1940. Toute la journée, nous restons tapis dans notre trou. Des avions viennent toutes les heures et déversent sur le fort leurs chapelets de torpilles, ainsi que sur la grande usine métallurgique qui commence à flamber. Une grande fumée noire sort du toit. Tout au fond, à l'ouest, Dunkerque ne cesse de flamber. Cependant, dans la journée, le bruit court que ce soir, il y aura tentative d'embarquement des troupes françaises sur des bateaux anglais et français qui doivent venir. Nous savons que l'opération est périlleuse, en ayant vu tant de bateaux chargés de troupes couler en quelques minutes. Malgré tout, la vie est intenable dans ce coin des dunes. Nous préférons risquer le tout pour le tout. Toute la journée, à 2 km de nous, sur l'immense plage de la marée basse, l'armée est forcée de faire un embarcadère au moyen de camions abandonnés mis bout à bout. C'est tout simplement parce qu'on est ici, comme j'expliquais, sur la rade de Dunkerque, on a des dunes, on a la plage et c'est ce qu'on appelle en géomorphologie une côte basse. C'est-à-dire en fait la pente descend tout doucement pour ainsi dire en mer, même si ça descend plusieurs mètres, mais on ne peut pas amener un bateau d'une certaine capacité, certain tonnage trop près de la plage, sinon comme il n'y a pas très peu d'auteur d'eau, il va toucher, il va s'ensabler et puis il ne pourra plus être manœuvrant. Donc il fallait trouver un système pour pouvoir prendre les soldats de la plage pour les amener sur les gros navires. Au port, ça ne posait pas de problème puisqu'on avait les quais, on avait les jetés, donc on pouvait accoster. Mais il faut savoir que sur les 340 000 hommes qui ont été sauvés pendant l'opération Dynamo, 100 000 ont été évacués des plages. Et pour évacuer des plages, au début, on a amené des bateaux à fond plat qui pouvaient arriver le plus près possible du bord de mer et les hommes s'avançaient dans l'eau. Mais imaginez s'avancer dans l'eau avec un casque, un fusil et un équipement complet, un fond de mouvement et puis pop, vous partez dans l'eau et puis si vous ne savez pas bien nager, vous n'en sortez pas. Donc on a fait appel au little ship pour faire un système de batelage, c'est-à-dire en fait prendre les soldats au bord de mer, les amener aux grosses unités qui étaient au large, en fait des gros navires de guerre qui étaient au large, et puis faire ce système d'aller-retour. C'est pour ça qu'on a appelé l'amirauté britannique a appelé à l'aide la plaisance britannique pour faire ce système de batelage. Certains qui étaient un peu plus conséquents au niveau capacité de sauvetage des hommes ont fait directement les traversées. Mais les plus petits little ships servaient justement pour faire ce batelage. Alors le problème c'est que forcément pareil, les petits bateaux devaient arriver le plus près possible du bord de mer et c'était des fois complexe. Donc le génie britannique et ensuite le génie français, qui vont faire la même chose, va utiliser les camions de l'armée qui ne pouvaient pas rembarquer pour faire des quais en fait artificiels à travers la plage. Et les hommes comme ça grimpaient sur le toit des camions et pouvaient en fait faire comme un quai et descendre plus facilement dans les bateaux qui étaient plus en eau et qui n'étaient pas à besoin à toucher le sable. Mais avant de continuer, j'ai décidé de me rendre au fort des Dunes, à Lefrancouc, pour mieux comprendre ce qui s'est passé durant l'opération Dynamo.
Le fort des Dunes est construit suite à la défaite française de 1870-1871. Plusieurs programmes de fortification sont proposés, mais un seul a retenu l'attention, celui du général Céré de Rivière. Le fort est construit en même temps que la batterie de Zuidcote, ainsi que du bastion 32 à Dunkerque, c'est-à-dire en 1878. Très vite, le fort perd toute utilité à cause de nouveaux explosifs. Il sert malgré tout de casernement pour plus de 400 soldats. Il sera énormément bombardé pendant l'opération Dynamo. Plus d'une centaine de soldats y périrent. Arrivé à Dunkerque le 28 mai, à la tête d'une division fortement amoindrie, épuisé par les combats sur le front belge et dans le nord de la France, puis par 2 étapes de nuit de 60 km, le général Janssen reçut comme mission de défendre le secteur est de Dunkerque, depuis le littoral jusqu'à Uxem. Après 2 jours de repos, la 12e division d'infanterie motorisée était prête à reprendre le combat, en première ligne, après le repli des derniers éléments britanniques. La 12e DIM, assurant la défense du front entre Uxem et Bredune, avait choisi d'installer son état-major au fort des Dunes, peu soumis jusqu'alors aux bombardements ennemis. Quelques heures après la mise en place des unités de commandement au sein des bâtiments, l'ouvrage subissait de violents bombardements aériens et des tirs d'artillerie, causant la mort du général Janssen et 5 de ses officiers le 2 juin 1940. Dans l'après-midi du 3 juin 1940, la 12e DIM reçoit la confirmation du décrochage et de la planification de l'embarcation de ses unités. À 17h30, 6 Stuka quittèrent la formation des bombardiers et prirent pour cible cet ouvrage du 19e siècle. Plusieurs bombes atteignirent leurs objectifs. Certaines de ces bombes étaient à retardement et déflagrèrent l'enceinte fortifiée. Après qu'une fumée dense fasse son apparition, les rescapés remarquèrent très vite que les dégâts étaient très importants. Destruction d'une partie du corps de garde, de la voûte d'accès à la cour principale, des casemates de la caponnière nord, d'un abri de traverse affecté à la prévôté militaire fut entièrement détruit par l'un des projectiles. 6 ou peut-être même 10 gendarmes y moururent. Et effondrement du plancher sur ce qui était alors l'infirmerie. Les pertes humaines furent nombreuses. L'étendue des destructions était telle que l'intervention du groupe sanitaire était très difficile. Il vit la tragédie depuis l'usine des Dunes, située non loin. D'importantes masses de sable devenues instables à la suite de l'affaissement de nombreuses maçonneries empêchèrent toute tentative de dégagement des militaires ensevelis sous les gravats. Un tel acharnement tenterait de prouver que les Allemands avaient connaissance de l'installation du commandement de la 12e DIM dans cette enceinte. Le général Barthélemy, responsable du secteur fortifié des Flandres, abonde dans ce sens. En effet, d'après l'un de ses rapports, un radiogramme qui comportait des indications révélatrices pour les services d'écoute ennemis avait été émise imprudemment par les transmissions de la division des Coques, PC Dune à PCX. D'autre part, il est fort probable que des éléments ont été fournis par des agents de renseignement infiltrés dans le camp retranché de Dunkerque et avaient permis de préciser le dispositif d'organisation de la division. L'état-major de la division, maintenant sous les ordres du colonel Blanchon, parvint néanmoins à s'extraire des débris pour s'installer à l'école de la cité de la Gare, afin de gérer les dernières opérations de repli avant l'embarquement. Mais pour les unités de la 12e division d'infanterie motorisée, à quelques cas isolés près, il était trop tard. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1940, certaines unités purent bénéficier des ultimes navires de l'opération Dynamo. Au matin du 4 juin 1940, les combats avaient cessé. Les Allemands occupaient toute l'agglomération dunkerquoise. Au port, les défenseurs retranchés, parmi lesquels se trouvait la majorité des hommes de la 12e DIM, allaient grossir le flot des prisonniers de guerre. Au même jour du 4 juin, les Allemands prirent possession du fort des Dunes. Dès leur premier jour d'occupation, les autorités allemandes organisèrent le déblaiement de l'ouvrage. Près de 110 militaires auraient péri dans l'enceinte de l'ouvrage fortifié
pendant ces quelques jours. L'étude de la liste des soldats inhumés au cimetière militaire de Lefrancouc tendrait à modifier à la baisse un tel chiffre. Sur 303 soldats dont la sépulture se trouvait sur le territoire communal, 96 hommes avaient été enterrés provisoirement au fort des Dunes en mai et juin 1940. Les Allemands ayant pris le contrôle du fort, celle-ci sera intégrée dans le dispositif du mur de l'Atlantique sous le nom de code d'Ali. Bien sûr, le fort des Dunes cachera sa part sombre de l'histoire que beaucoup doivent découvrir. Le 4 juin 1940, au lever du jour, il reste encore de très nombreux soldats français sur les plages et les quais. De petits groupes s'organisent pour franchir les lignes allemandes à pied. D'autres pour réparer des embarcations et fuir par la mer. Seule une poignée de navires, comme le chalutier Irma Maria, quitte le port. Dunkerque en ruine est investi par les Allemands dans la matinée. 40 000 soldats français sont faits prisonniers. Au total, 98 671 soldats ont été évacués des plages et 239 555 depuis le port. En tout, 338 226 soldats ont été évacués de Dunkerque en quelques jours, dont 123 145 soldats français. Winston Churchill sera satisfait de cet exploit, sachant que selon les pronostics, seulement une poignée de soldats auraient pu être sauvés. Il y eut également beaucoup d'abandons de matériel. 2472 canons, 65 000 véhicules et 20 000 motocyclettes ont été détruites. 377 000 tonnes d'approvisionnement, plus de 68 000 tonnes de munitions, de 147 000 tonnes de carburant ont également été abandonnées. Plus de 200 bâtiments alliés ont été coulés ou endommagés. Les soldats français qui ont été évacués de Dunkerque ont eu un très court séjour en Angleterre, puisqu'ils ont été débarqués à Cherbourg et Brest, pour continuer la guerre jusqu'à ce que l'armistice soit prononcé le 22 juin 1940. Il n'était pas si satisfait que ça, parce que les Allemands ont été très déçus de ne trouver aucun Britannique à Dunkerque. Et d'ailleurs, pour leur propagande, ils sont allés prendre des photos qui ont été prises en Normandie, à Veules-les-Roses, où il y a eu un mini Dunkerque, je dirais. Et ils ont pris des photos où à Veules-les-Roses, ils ont forcément fait prisonnier après des soldats britanniques, des soldats français. Donc on voit une image où des prisonniers remontent de la plage. Ils ont diffusé ça comme si c'était Dunkerque. Mais ils n'ont pas fait de prisonniers britanniques à Dunkerque même. D'accord. Il n'y avait plus d'Anglais depuis le 2 juin. Les seuls Britanniques qui restaient, c'est ceux qui étaient blessés et qui n'avaient pas pu être transportés, qui étaient soignés au château Coquel à Rosendal, puisque c'était un hôpital britannique, qui sont allés après les Allemands, d'ailleurs, les ont emmenés après à Zuidcote avec les blessés français. Mais les Allemands qui sont rentrés en Dunkerque ont été très déçus de ne pas trouver de soldats britanniques comme prisonniers de guerre. Face à cette victoire, les Allemands feront de Dunkerque un point fort de leur propagande. En effet, ils n'hésitent pas à montrer la débâcle de Dunkerque et ainsi à se réjouir devant ce fameux panneau Dunkerque. Les chiffres connus qu'on rappelle toujours, c'est 123 000, mais 123 000, voilà, c'est les chiffres, mais pour ce sujet, plus ou moins, mais bon, on est dans les bons chiffres. Et ce que je dirais aussi de 35 000 prisonniers, mais aussi on a eu près de 5 000 morts côté maritime lors du rembarquement, ce qui au final est très peu par rapport aux 338 000 soldats rembarqués. Là, les 5 000 soldats, c'est des bateaux coulés, bombardés. Et quelle a été l'attitude des gens de Fort-Mardy, toute ta famille, quand les Allemands sont arrivés le 4 au matin? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était aussi le contentement de plus avoir bombardement? Est-ce que tu te souviens de ça? Non, si, je m'en souviens, quand on est sorti de la tranchée, il y avait un bruit formidable avec des bombardements tous les jours. Puis d'un seul coup, plus rien, le calme. Mais j'aime autant te dire que le calme m'a fait plus peur que le bruit des bombardements. D'accord. On était vraiment
désemparés. Hein. Perdu. Ouais, et puis tu avais des chevaux qui se baladaient tout partout, tu avais des drapeaux blancs tout partout. Alors ça fait un drôle d'effet, tu sais. Mon autre, hein. Après, une fois dans les jours qui ont suivi l'opération Dynamo, est-ce que tu te souviens si les soldats sont restés là encadrés par des soldats allemands, ou est-ce qu'ils ont été tout de suite emmenés vers les camps d'internement sur Dunkerque ou sur Bergue ou sur Marc? Je ne sais pas où ils ont été pardon. emmenés, mais le matin, ils sont tout de suite partis, on les a plus vus. Tout de suite partis. Ouais. 1 heure après, c'était vide, il n'y avait plus rien. 4 juin 1940. 1 heure, 2 heures, et les premières lueurs du jour arrivent du côté de Bray-Dunes. Pas d'embarquement. Les bateaux ne sont pas venus. Nous sommes tous consternés et démoralisés. Nous avons reçu l'ordre de faire 500 mètres à l'ouest, mais les obus de 77 pleuvent partout et nous restons sur place. On parle de capitulation. Un ordre vient, les officiers sont séparés de leurs hommes. Quelques-uns nous quittent en pleurant, mais bientôt ils nous rejoignent. Et tous en colonne par 4, nous devons rallier Furnes, en allant jusqu'à La Panne par la plage. Nous sommes menés à vive allure, marche fatigante. Nous croisons sur la route quelques détachements allemands, et nous arrivons à Furnes où nous sommes enfermés dans une école. L'opération Dynamo est une opération qui est oubliée dans les livres d'histoire. Pourtant, notre nation mérite de connaître cette bataille qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Sans le succès de l'opération Dynamo, le débarquement en Normandie sous le nom de code Opération Overlord n'aurait jamais été envisagé. Soulignons le courage de ces soldats français, britanniques, belges et hollandais d'avoir contré les attaques allemandes dans la poche de Dunkerque, pour que les évacuations puissent continuer. Des héros oubliés de l'histoire méritent un jour de retrouver leur gloire. Je dirais aux jeunes actuels, formez-vous, armez-vous pour la vie, mais pas pour faire la guerre. Eh ben, de penser un peu plus à la France. Parce que maintenant, les jeunes maintenant, ils s'en foutent complètement de la France. Tout au moins une grosse majorité. Et ça me fait mal au ventre. Voir comment ça se passe maintenant, ça me retourne les tripes.